On va parler évidemment maintenant, deuxième débat, cette question, à quoi va ressembler le budget 2026 de Sébastien Lecornu? Si tant est d'ailleurs, messieurs, qu'on ait un budget. D'ailleurs, vous y croyez? Vous pensez qu'on peut avoir un budget au final? De moins en moins. Olivier, je vois pas de ligne de... Je vois pas de chemin en fait. Il est tellement étroit qu'il n'existe pas. Voilà. Cyprien? Pour le coup, là, je serais d'accord avec Olivier. Ah non, non. Zut. Désolé là-dessus, peut-être que vous n'arriverez pas à nous opposer. Non, moi je suis d'accord avec Olivier sur le fait que la marge de manœuvre est extrêmement faible. Très faible. Oui, mais il a reçu un mandat quand même, Sébastien Lecornu, pour essayer de trouver des solutions. Éric Coquerel, d'ailleurs, député LFI, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, disait « Il ressemblera ce budget très fortement à celui de François Bayrou ». Je me suis dit qu'on a compris que l'effort budgétaire serait moindre, terminé, les 44 milliards, c'est enterré. Yael Braun-Pivet parle de 35 milliards. On pourrait atterrir, messieurs, déjà sur un effort bien moindre, Cyprien? Ouais, c'est possible, mais en fait, il y a un problème quand même dans cette histoire, c'est le Parti socialiste. On peut se poser la question Le de savoir Parti comment socialiste est un problème, Cyprien? Non, le Parti socialiste en tant que tel n'est pas un problème. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour trouver une marge de manœuvre, il faut que Sébastien Lecornu arrive à se mettre d'accord avec la gauche, si vous voulez. Bon, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, s'il voulait vraiment se mettre d'accord avec la gauche, il faudrait qu'il arrête d'être macroniste, tout simplement. Demander de renoncer à ce qu'il est, donc c'est compliqué. Le Parti socialiste, quand il s'est rendu à Matignon, il a fait sa liste de courses. Il a dit à Sébastien Lecornu, si vous voulez qu'on ne vous censure pas, c'est possible, mais il va falloir suspendre la réforme des retraites de 2023, faire la taxe Zuckman dont on vient de parler, et s'attaquer aux exonérations de cotisations sociales. Donc pour résumer, ça revient à rompre avec toute la politique de l'offre, entre guillemets, menée par Emmanuel Macron depuis 2017. Donc ça va être extrêmement compliqué, d'autant qu'à un moment, vous savez, il avait été question de remettre sur la table le fameux conclave des retraites. Ces discussions initiées par François Bayrou entre le patronat et les syndicats, pardon, qui visaient à savoir qu'est-ce qu'on fait de la réforme de 2023, comment est-ce qu'on la réécrit, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Bon, ce conclave, ça a été un fiasco, principalement parce que personne ne voulait y participer, à commencer par le MEDEF qui n'était absolument pas demandeur. Et là, Sébastien Lecornu, pendant quelques minutes, s'est dit qu'il allait peut-être rouvrir cette boîte de Pandore et refaire un conclave pour essayer de mettre tout le monde d'accord, mais il y a renoncé. Donc aujourd'hui, les marges de manœuvre, elles sont très très faibles. On peut toujours imaginer que Sébastien Lecornu essaie de s'en sortir par des demi-mesures en disant on va faire des économies, mais un peu moins que François Bayrou, on va taxer les plus riches, mais un peu moins que Gabriel Zuckman, et puis et comme ça les gens vont se satisfaire. Moi, je suis pas sûr que le Parti socialiste et la gauche dans son ensemble valident cette stratégie. Oui, mais je pense quand même que l'hypothèse... Bien sûr, Pardon Cyprien, mais si... Il y a des totems, je veux dire, si Sébastien Lecornu lâchait, entre guillemets, ou trouvait une solution alternative à la taxe Zuckman, faisait une vraie concession de justice fiscale au Parti socialiste, en cherchant à restreindre l'optimisation fiscale, notamment sur les holdings des plus fortunés, il n'y a pas une voie de passage, selon vous? Mais je pense quand même que l'éléphant dans la pièce, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, c'est la réforme des retraites de 2023. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose en France, c'est une réforme donc, qui consistait à augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ça a mis tout le pays en ébullition en 2023. Personne n'en voulait. La société dans son ensemble y était opposée, les syndicats y étaient opposés, toutes les oppositions évidemment étaient contre. Et malgré tout, ce texte est passé. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même une pomme de discorde, pas seulement à gauche d'ailleurs, mais même à droite. Donc, tant que le gouvernement ne s'attaquera pas à cette question de la réforme de 2023, j'ai peur que le chemin soit extrêmement étroit et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a quand même de fortes chances qu'on se retrouve dans les semaines ou mois qui viennent devant une nouvelle censure et potentiellement une dissolution. Et il se passe quoi dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'on... Moi, je crois depuis longtemps qu'on est entré dans une crise de régime qui va finir par s'avouer et être ouverte, en fait. Je crois on va y rentrer d'une façon ou d'une autre à un moment donné. La question, c'est quand. Moi, j'ai cru comprendre qu'il avait quand même un mandat, Sébastien Lecornu, pour trouver un accord avec le Parti socialiste sans perdre les Républicains pour passer ce budget, parce que c'est l'intérêt de mais tout justement, ce petit monde. si on réfléchit, parce que je suis d'accord, encore une fois, je vois pas... Si vous faites les additions, il faut aller du PS à LR, en gros, pour arriver à faire quelque chose qui tient, puisque le RN est persuadé que s'il y a une dissolution, ils ont tout à gagner. Donc, ils ont l'air d'être assez décidés à faire tomber un gouvernement à peu près dès qu'ils le peuvent. Évidemment, et côté LFI aussi, puisque, en plus, si le PS devient indépendant par rapport à eux, ils sont encore plus, évidemment, vindicatifs. Alors, la seule marge de manœuvre, c'est sur le degré des efforts, comme on l'a dit. Je pense qu'on aura du mal à baisser, à être en dessous d'un point d'effort. Donc, on sera autour de 30 milliards, un point de PIB d'effort. Donc, on sera autour de 30 milliards. Ça ne sera pas extraordinaire, mais enfin, ce serait déjà
déjà ça. Et dans les 30 milliards, vous avez 3 milliards au moins, ou 3,6 milliards si je ne me trompe pas, ou 3,6 milliards d'efforts pour la défense déjà. Donc ça veut dire que de dépenses qui sont déjà dans la défense. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des efforts importants à faire à côté. Le PS a très bien montré, c'est ligne rouge. Il pense, le PS a tort ou a raison, que vis-à-vis de ses électeurs, il ne peut pas aller dans une version dégradée de ses propositions. Donc ces lignes rouges, elles sont assez rapidement atteintes. D'ailleurs, les dernières déclarations, en gros, c'est tout ou rien. On voit bien négocier, mais c'est à condition de prendre notre vision des choses. On ne voit pas à quel moment LR pourrait accepter le quart même des propositions du PS en économie. Et puis inversement, LR, ils arrivent avec des propositions très claires sur l'immigration. Là encore, normalement, si vous voulez faire une coalition... C'est pas dans le budget, ça. Non, mais il y a peut-être un deal à trouver, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est pas directement le budget, mais il faut que, quand vous êtes LR, vis-à-vis de vos électeurs, parce que tout le monde va se retrouver devant des électeurs, soit rapidement pour les législatives, soit au moment des municipales, il va falloir que vous ayez des biscuits à donner sur les marchés, sinon vous allez un peu au casse-pipe, c'est Verdun un peu. Donc, vous êtes obligé de dire que vous avez obtenu quelque chose. Vous ne pouvez pas dire j'ai donné les clés de la maison au PS parce qu'il nous fallait un budget. Ça, c'est pas audible, évidemment, sur le marché. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, si on n'a pas de budget ? On revient comme l'année dernière. C'est reconduit au 12e. La loi spéciale. Si vraiment il faut, c'est celui d'avant, reconduit par 12e. Ce qui, effectivement, correspond à une baisse, puisque ça ne prend pas en compte l'inflation. Donc il y a plein de choses qui sont pas votées. C'est un plan d'économie sans le dire. Un petit peu, oui. Et puis ça pose vraiment des vrais problèmes pour des financements de programmes qui ont besoin quand même d'être... Pour la Sécu aussi, je crois que pour la Sécu, ça peut aussi pour la Sécu. Cyprien ? Ouais, non, mais juste, effectivement, je pense que l'hypothèse la plus vraisemblable, peut-être en tout cas, c'est qu'on n'ait pas de budget. Je suis d'accord avec ce que disait Olivier, même si je ne suis pas souvent d'accord avec ce qu'il dit depuis tout à l'heure, sur la crise de régime. Je pense qu'effectivement, on n'est pas loin. En tout cas, on est dans une phase d'instabilité politique et de blocage politique, alors même que la Ve République était supposée nous mettre à l'abri de ce type de situation. Bon, mais ça vient du fait que la société, elle est fracturée, clairement. Et que vous avez à l'Assemblée nationale, en fait, c'est l'émanation, en quelque sorte, de cette fracture. Et ça, je pense que Emmanuel Macron a joué un rôle là-dedans, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait contribué depuis 2017 à apaiser le corps social et à mettre tout le monde autour de la table. Il a fait exactement le contraire, en fait. Toute sa politique a consisté à fracturer les deux grands camps que sont la gauche et la droite, et à faire monter l'extrême droite, pour installer dans l'opinion cette idée qu'en gros, il serait le seul recours face à Marine Le Pen aujourd'hui, et peut-être Jordan Bardella demain. Donc la situation d'aujourd'hui, on la voit. Enfin, il y a eu ça, et en plus, il a jeté de l'huile sur le feu par cette dissolution assez aberrante au lendemain des européennes, que personne d'ailleurs, jusque dans son propre camp, n'était capable de justifier. Et ça nous plonge dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que vous avez trois camps, dont aucun d'ailleurs n'est majoritaire, ni la gauche, ni la droite, ni l'extrême droite, et qui n'a absolument pas envie de gouverner ensemble. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'hypothèse d'une dissolution, elle n'est pas complètement délirante. Elle est d'autant moins que tout le monde s'y prépare. Quand vous regardez un peu ce qui se passe au Parti socialiste, il paraît qu'il y a beaucoup de députés qui ont déjà préparé les professions de foi, les affiches, les tracts en cas de nouvelles législatives et qui sont dans les starting blocks. Donc voilà, donc ce scénario de la dissolution, j'ai l'impression que je ne suis pas dans votre sens à tous les deux. Moi, je pense qu'une voie de passage sera trouvée. Je suis prêt à faire un resto avec les deux et qu'on aura un budget en fin d'année. Mais écoute, deal. Je vous laisse le choix du resto alors. Hein? Je vous laisse le choix du resto. Évidemment, évidemment.